Ce sont ces différents sujets que nous voudrions évoquer avec vous. Un, les enjeux que représente le développement de la place financière pour l'économie française et j'allais dire pour le Grand Paris. Deux, l'opportunité du Brexit, mais également les débats qui ont lieu en ce moment à l'Assemblée nationale et les menaces qui peuvent affecter la place de Paris précisément dans cette fenêtre d'opportunité. Il faut une finance également plus responsable, notamment en matière de lutte contre le changement climatique. Il se trouve que d'ailleurs Paris veut être un centre d'excellence en matière de finance climat, finance carbone, financement de la transition énergétique. Également une finance qui se réengage sur le long terme et qui privilégie le long terme, notamment les infrastructures, la transition numérique et la transition énergétique. Je dois signaler qu'il y a eu deux événements importants qui se sont passés autour du Brexit. Alors je évoquais le premier qui s'est passé ici même pour souligner l'importance d'une place financière forte pour l'économie. C'était quelques jours avant le Brexit. Et un deuxième événement qui était lors de l'Assemblée générale de Paris Europlace, où nous avions réuni à la fois le Premier ministre, le ministre des Finances, le maire de Paris et la présidente de la région Île-de-France, et tout le monde appelant, comme ici même d'ailleurs, à ce que la place de Paris soit la première place financière de l'Union. Voilà, tout ça c'est très bien, mais il y a un risque que des obstacles se dressent à court terme. Et je voudrais mentionner deux de ces risques qui se sont concrétisés tout récemment au Parlement. Le premier, c'est l'abolissement de la fiscalité sur les actions gratuites, 6 mois seulement après la mise en place du nouveau régime. Et cet événement donne au marché, aux investisseurs internationaux et à tous les acteurs, le sentiment, acteurs français aussi, d'une instabilité fiscale, qu'une loi, un dispositif positif, soit modifié seulement 6 mois après avoir été mis en place, après d'ailleurs que les entreprises françaises, dans leurs assemblées générales qui se sont tenues au printemps, aient choisi de proposer à leurs actionnaires d'émettre ce dispositif d'action de performance. Ça a donc eu un effet tout à fait négatif, alors que le régime mis en place a été salué comme un dispositif efficace. Remettre la fiscalité de l'épargne à l'endroit, c'est-à-dire privilégier l'épargne à risque et de long terme plutôt que l'épargne court terme et sans risque. L'épargne long terme à risque, c'est celle qui permet le financement des entreprises. Voilà. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez compris, pour nous le Brexit, c'est l'aiguillon qui doit nous permettre de donner un coup de fouet à la compétitivité, à l'attractivité de la place de Paris. En tout cas, les acteurs de la place, et quand je dis les acteurs de la place, c'est pas seulement les banques, pas seulement les assureurs, les gestionnaires de fonds, les asset managers, c'est aussi les entreprises. D'ailleurs, je ne suis pas banquier, je suis industriel, et si la place de Paris a choisi d'avoir comme porte-parole un industriel, c'est parce que les entreprises industrielles ont besoin, pour se développer ici, dans notre pays, et également être compétitives à l'international, d'avoir une finance forte de proximité qui apporte les services financiers et l'accès au marché satisfaisant. Et donc, nous avons besoin de votre soutien, je dirais même tout de suite, dans cette bataille pour l'attractivité. Une partie se joue actuellement au Parlement. Merci. Voilà, merci Gérard. Nous l'avons compris, l'attractivité de la place financière de Paris, c'est maintenant. Et nous souhaitions nous adresser aux candidats que vous êtes, monsieur, pour connaître vos réactions et vos propositions sur ces différents sujets pour demain matin. Messieurs les présidents, chers
Patrick, cher Gérard Mestralet, mesdames et messieurs, merci de m'accueillir ici. J'étais venu pour vous écouter, mais je veux bien réagir aux propos que vous venez de tenir. En commençant par vous dire mon sentiment sur le Brexit, puisque vous l'avez évoqué, c'est un peu ce qui domine aujourd'hui nos réflexions. Les Britanniques ont fait un choix. Pour ma part, je l'ai regretté. Je crois qu'il n'est ni dans leur intérêt, mais c'est à eux d'en juger, ni dans le nôtre. Cela dit, c'est ainsi. Et je crois qu'au stade où nous en sommes, le pire serait de lanterner, si vous permettez cette expression un peu triviale. Il faut maintenant entrer dans le vif du sujet. J'ai entendu l'engagement de Mme Theresa May de faire jouer l'article 50 à partir du mois de mars 2017. Il ne faudra pas perdre de temps. Je souligne simplement que le calendrier ne sera pas extraordinairement favorable dans les mois qui suivront. La France aura une élection. Quelques mois après, l'Allemagne sera aussi en élection. Vous voyez qu'il ne faudra pas chômer dès que ces deux échéances auront été franchies. Donc, ne pas perdre de temps et ensuite être clair sur le fond. Et ne pas s'embarquer dans une négociation qui brouillerait les choses. On ne peut pas être dedans et dehors. Quand on a choisi d'être dehors, on n'est plus dedans. Ça ne veut pas dire qu'il faille rompre les ponts avec la Grande-Bretagne. Il faut trouver les moyens de continuer à coopérer avec elle, de l'associer à un grand marché européen, cela va de soi. Et je rappelle que le marché intérieur, ce sont 4 libertés indissociables. La circulation, la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. J'ai dit des personnes. C'est un point qui donnera lieu à une négociation sans doute difficile. Voilà sur le Brexit. Dans ces conditions, la France doit évidemment jouer toutes ses cartes, puisque cette situation s'est créée, les activités vont quitter Londres pour se relocaliser sur le continent et dans la zone euro tout particulièrement. J'ai bien entendu, Monsieur le Président, ce que vous disiez sur la fin du passeport des services financiers et sur la nécessité de rapatrier le contrôle de notre monnaie sur le territoire de la zone euro. Nous ne sommes pas les seuls. D'autres places, évidemment, sont déjà positionnées. Il faut que Paris gagne. Et je voudrais ici, en venant à votre rencontre, vous assurer de mon soutien total. C'est un enjeu majeur pour notre pays. Il y a une bonne finance. Pas de ceux qui déclarent indistinctement la guerre à la finance. Il y a une mauvaise finance, il faut la faire reculer, il faut la réguler, il faut combattre les mauvaises pratiques, bien entendu, mais la finance est indispensable pour, comme son nom l'indique, le financement de notre activité économique, et Gérard Mestralet l'a fortement souligné. Il se trouve que nous avons ici des atouts très importants. Ce quartier de la Défense auquel Patrick Devedjian consacre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie est le premier quartier d'affaires européen. Il regroupe plus de 3600 entreprises, dont 15 des 50 premières entreprises mondiales, 1500 sièges sociaux, plus de 180 000 salariés, enfin vous savez tout ça mieux que moi, donc c'est un atout important. Par ailleurs, ce quartier, outre la densité de ses activités, est desservi par des infrastructures de grande qualité. Il a donc, je le répète, tous les atouts pour l'emporter. Alors, comment gagner cette bataille de l'attractivité ? Premièrement, ne pas faire de bêtises. Alors, c'est mal parti. Et je suis stupéfié, je dois le dire, par l'incohérence ou même l'irresponsabilité dont nous donnons aujourd'hui le spectacle. D'un côté, on nous dit, voilà, rejoignez les Fox, et d'autre part, on fait fuir le FOG. Enfin, on le laisse là-bas. Oui. Et les deux mesures que vous avez évoquées, aggravation de la fiscalité des actions gratuites, augmentation de 0,2 à 0,3%, ce qui fait 50% effectivement de la taxe sur les transactions financières, sont en elles-mêmes des mesures que je condamne totalement. Pour d'autres raisons d'ailleurs, je pense que la distribution d'actions gratuites devrait être largement diffusée dans notre pays, y compris dans les entreprises petites et moyennes, pour donner corps à cette idée à laquelle je tiens, qui est celle de la participation et de l'intéressement des salariés, mais plus largement, bien sûr, il y a un enjeu majeur dans ce domaine. Mais elles sont particulièrement inopportunes dans le contexte actuel. Donc en elles-mêmes et dans le calendrier, comment convaincre nos parlementaires, moi je n'en suis plus, comment les convaincre d'arrêter ce jeu de massacre qui consiste à faire exactement le contraire de ce qui serait nécessaire pour atteindre nos objectifs. Donc je suis d'une grande sévérité dans la condamnation de ces deux mesures. Espérons qu'une lueur de bon sens finira par prévaloir et que le Premier ministre pourra faire prévaloir l'intérêt général.
Donc ne pas faire de bêtises, et puis ensuite créer un cadre qui soit plus favorable, bien sûr, par des mesures positives cette fois-ci. Vous avez prononcé un mot dont je fais un des maîtres mots de ma politique fiscale, dont je ferai demain si les Français le souhaitent, un des maîtres mots de ma politique fiscale et financière, stabilité. Ce qui a plombé l'économie française depuis 4 à 5 ans, c'est le changement perpétuel de la règle fiscale, on vient d'en avoir quelques démonstrations à l'instant, c'est l'absence de visibilité. Or, un investisseur n'investit que s'il a une perspective suffisamment longue et sur le cadre dans lequel il va pouvoir intervenir. C'est dans cet esprit que j'ai proposé, ou je me suis engagé à élaborer, si j'ai des responsabilités demain, une loi de programmation fiscale quadriennale ou quinquennale qui fixera, pour la durée du mandat, les règles du jeu fiscal, avec l'engagement de ne pas les modifier, sauf dans un sens favorable, naturellement, durant la durée des mandats. C'est le premier point. Ensuite, il y a un certain nombre de mesures qui doivent figurer dans ce cadre de ce pacte de stabilité. Enfin, j'aime pas beaucoup le mot de pacte, on fait des pactes partout. On fait des pactes avec le diable d'ailleurs. Donc plutôt un contrat d'engagement, une loi de programmation sur la durée. Donc ça, c'est le cadre général. Le contenu, je vous rejoins sur un certain nombre de vos propositions. Impôt sur les sociétés, nous sommes aujourd'hui, si on rajoute la sauce, avec les taxes additionnelles pratiquement à 38%. Certains pays européens sont à 14 ou 15, et donc il faut que nous rejoignions la moyenne. C'est un débat un peu difficile. Il faut que j'en discutais à midi avec des chefs d'entreprise qui ne sont pas enthousiastes, qui me disent que la priorité ce serait de baisser les impôts de production, qui sont des impôts stables, enfin la taxe sur les salaires en études d'une certaine manière, vous l'avez évoqué, qui viennent avant l'impôt sur les sociétés et qui en France sont plus élevés que partout ailleurs. Donc, il y aura un arbitrage à faire sur ce point, mais j'ai inscrit à mon programme la baisse de l'impôt sur les sociétés, dans un premier temps à 30% pour tout le monde et à 24% pour les PME, sans plafond de bénéfices, comme on l'a annoncé pour la loi de finances 2017. Deuxième enjeu tout à fait capital, c'est la fiscalité de l'épargne, où là, nous avons fait beaucoup de bêtises depuis quelques années. Et quand on fait la totalité des prélèvements sur les revenus du capital ou sur les revenus de l'épargne, on prendra comme on voudra, eh bien on se rend compte que nous sommes beaucoup, beaucoup plus lourds que la plupart des pays autour de nous. J'avais cité un chiffre dans une émission, et pour une fois ce chiffre n'a pas été démenti par le fameux vrai-faux, vous savez. Maintenant, dès qu'on dit quelque chose, le lendemain on calcule, si vous n'êtes pas trompé d'une décimale dans le vrai-faux. J'avais dit que quand on distribue 100 € de dividendes en Europe, après avoir payé tous les impôts en amont, il en restait à peu près 50 pour un actionnaire britannique ou allemand, 36 pour un actionnaire français avant l'ISF et 3 après l'ISF. Voilà, des chiffres qui m'avaient été donnés et qui n'ont pas été démentis. Donc on ne peut pas évidemment en rester là. Et vous avez tout à fait raison, l'épargne française qui est abondante doit être réorientée vers le financement de nos entreprises, de nos start-up, qui n'ont pas trop de mal à trouver des fonds de démarrage, mais qui ensuite ont beaucoup de mal à trouver des fonds de croissance, quand il faut lever plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions d'euros, et puis aussi de nos PME, de nos ETI, de nos entreprises de taille intermédiaire, qui sont trop peu nombreuses dans l'économie française. Et donc, pour cela, il faut que l'épargne française vienne se réinvestir dans les entreprises françaises. Je propose 3 mesures sur lesquelles je me suis engagé. Premièrement, l'abrogation de l'ISF, et je dis bien l'abrogation et pas la manipulation de l'ISF ou le bricolage de l'ISF dans tel ou tel sens. C'est une mesure nécessaire parce que cet impôt est antiproductif et injuste. On peut facilement s'en exonérer. Les plus riches savent comment d'ailleurs. Paradoxalement, c'est pas toujours eux qui payent le plus. Je le répète, il fait fuir l'épargne française qui va s'investir à Genève, à Bruxelles, à Londres ou dans la Silicon Valley. Parfois on me dit, mais attention, parce qu'il y a l'ISF PME. C'est à quoi je réponds aux patrons de PME qu'on ne peut pas justifier un mauvais impôt par une bonne niche. Il faudra trouver une autre niche, et j'ai proposé une autre niche qui est l'IR. On disait l'IRPP dans le temps, l'impôt sur le revenu, PME, donc on pourra déduire du montant de son impôt sur le revenu, des sommes équivalentes à ce qu'on pouvait déduire de l'ISF, et même un peu plus. La Grande-Bretagne pratique cela avec beaucoup de bonheur, j'ai oublié le nom que ça porte dans la fiscalité britannique. Donc, abrogation de l'impôt sur la fortune. Je voudrais simplement lancer un peu l'appel. Vous avez beaucoup de crédibilité, Monsieur le Président, en tant que grand industriel, et ici beaucoup de grands financiers. Expliquez pourquoi.
Quand nous, les hommes politiques, nous expliquons que l'ISF est un mauvais impôt, nous sommes suspects d'incompétence, naturellement, ou de démagogie, enfin un cadeau aux riches, etc. Expliquer que cet impôt est anti-économique et qu'il pénalise l'emploi des Français. Et que si nous voulons l'abroger, c'est précisément pour que les entreprises se développent, reconstituent leurs capitaux propres et donc créent de l'emploi. Nous sommes notre seul à l'avoir en Europe. Deuxième série de mesures sur les plus-values de cession. Le mouvement des pigeons avait obtenu quelques améliorations. Je propose d'en revenir à une taxation forfaitaire. J'ai calculé le chiffre de un quart, 24 ou 25%, en fonction de la durée de détention du produit de ces cessions. Et troisièmement, la taxation des revenus de l'épargne, enfin des dividendes, pardon, en revenant là aussi à une taxation forfaitaire du même niveau. Il faudra aussi sans doute aborder un autre sujet que pour l'instant je n'ai pas traité, qui est celui de la transmission des entreprises, qui fait partie aussi de la mobilisation des capitaux nécessaires. Voilà ce que je voulais vous dire, et je pense que ces mesures seront de nature à faire que votre campagne pour l'attractivité de la France sera renforcée. Je voudrais ajouter un point dont il n'a pas été question, mais je sais que vous vous en préoccupez. Si on veut attirer des activités de l'extérieur, il faut aussi qu'on soit accueillant à ceux qui les exercent. Donc les impatriés, alors je sais qu'il y a des projets dans le projet de loi de finances qui ne sont pas absurdes, 50% d'exonération, je crois, sur les activités sur le sol national et exonération des activités extérieures, j'espère que le Parlement les votera, mais aussi l'accueil, oui, il faut sans doute augmenter le délai, le porter à 8 ans, c'est 5 ans aujourd'hui, donc il faudra sans doute l'allonger. Et puis il y a aussi l'accueil des familles, qui paraît très important. Quand on choisit de s'installer quelque part, on regarde immédiatement si les enfants qu'on a pourront être élevés de façon efficace. Et donc là aussi, il faut un effort pour des établissements d'enseignement qui enseignent le français, mais aussi la langue d'origine, bien sûr, ou les langues étrangères. Donc des établissements à caractère international. Je sais que la région s'en préoccupe et que vous avez, avec vous, et Valérie Pécresse et Patrick Devedjian, des projets en ce sens. Ça fait partie aussi du contexte général d'attractivité. Voilà, cher ami, ce que je voulais dire en réaction à vos propos, mais je serais heureux d'entendre d'autres témoignages, bien sûr. Merci, merci beaucoup, merci de votre soutien. Oui. Pas vraiment. Encore, j'attends que les choses se mettent vraiment en place en Grande-Bretagne. J'ai entendu les intentions de la première ministre britannique. J'espère avoir l'occasion, une fois passé les tables des primaires, de me rendre à nouveau en Grande-Bretagne pour en discuter. Nous avons tous souhaité que la Grande-Bretagne reste parmi nous. Son départ n'est une bonne nouvelle, ni pour les Britanniques sans doute, mais c'est leur choix, ni pour nous, mais c'est ainsi, et maintenant il faut en tirer toutes les conséquences. Clair, on ne peut pas être dedans et dehors, je l'ai dit, moi je n'ai pas du tout l'intention de punir les Britanniques. Notre coopération bilatérale en particulier est très importante, elle doit perdurer dans le domaine de la défense, mais il faut que les Britanniques tirent les conséquences de leur choix, notamment dans le marché intérieur. Vous savez qu'il y a 4 libertés qui sont indissociables, la libre circulation des biens, des marchandises, des services, des capitaux et aussi des personnes. Et puis, on ne peut pas être dehors et prétendre influer sur les décisions que prennent ceux qui sont dedans. Voilà, de la clarté, la négociation ne sera pas facile, mais il faut que c'est Madame May qui a parlé d'une hard Brexit. Non, là-dessus, il faut être clair et une fois de plus, ne pas laisser grignoter la solidarité européenne par faiblesse. Est-ce que votre ennemi, c'est la finance ? Écoutez, il suffit de venir ici pour se rendre compte que l'industrie bancaire est une grande chance pour la France. C'est une industrie puissante qui offre beaucoup d'emplois et qui surtout est absolument indispensable au financement de notre économie. L'ennemi, c'est le chômage, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et donc nous avons besoin de cette industrie. Le Brexit nous offre une opportunité. J'ai dit que nous ne l'avions pas souhaité, mais puisqu'il a eu lieu, autant en profiter. Des activités, des établissements bancaires et financiers vont venir se relocaliser sur le continent et dans la zone euro. Eh bien, il faut absolument que Paris joue toute sa carte, et en particulier Paris Défense. Des initiatives ont été prises en ce sens, Patrick Devedjian et quelques autres, et notamment cette campagne de publicité qui se déroule actuellement en Grande-Bretagne pour attirer les investisseurs et également les travailleurs ou les salariés britanniques.
Donc il faut que nous joignions tous nos efforts, en commençant par ne pas faire de bêtises. Ce qui est en train de se passer au Parlement aujourd'hui est scandaleux. À l'initiative de quelques députés de la majorité, on est en train d'augmenter à nouveau des impôts qui vont faire fuir les investisseurs. Augmenter la taxe sur les transactions financières au moment où on veut faire de la place de Paris une grande place financière, c'est un non-sens. Alors je ne sais pas si le bon sens finira par l'emporter, mais enfin, il faut dénoncer cette pratique qui est totalement incohérente. Il y a un potentiel qui n'est pas exploité selon vous? Il y a un potentiel qu'on va exploiter, qui est déjà exploité ici, puisque nous avons ici déjà de grands établissements bancaires à la Défense. Il faut jouer toutes nos cartes. Nous avons ici un des principaux quartiers d'affaires européens, le premier, je pense. Beaucoup d'entreprises déjà installées, des infrastructures de grande qualité, une volonté politique de réussir avec la conjugation des efforts de l'État, des collectivités territoriales, des entreprises. Bref, nous sommes dans les starting blocks. Maintenant, il faut réussir. J'ai dit qu'il fallait éviter de faire des bêtises. Il faudra aussi prendre des décisions positives. Ce que les investisseurs demandent, c'est de la visibilité. On n'investit pas quand on n'est pas sûr de la règle fiscale qui s'appliquera dans 6 mois ou dans 1 an. Donc ce que je veux faire, c'est une loi de programmation fiscale qui programmera les baisses d'impôts sur la durée de façon que les acteurs économiques aient de la stabilité, de la visibilité. Puis ensuite, il faut éliminer un certain nombre d'impôts qui sont des impôts qui font fuir l'épargne française qui va s'investir ailleurs, alors que nous en avons besoin dans nos entreprises. Parmi ces impôts, l'ISF, j'ai pris une position très claire là-dessus, mais aussi la taxation des plus-values de cession ou la taxation des dividendes. Donc c'est tout un environnement fiscal, un environnement aussi du droit du travail qu'il faut améliorer pour que la France redevienne plus attractive. Elle en a les moyens, elle a des ressources humaines de grande qualité, et les jeunes gens et les jeunes filles, puisque la moyenne d'âge doit être inférieure à 30 ans dans cette bourse que je viens de visiter, sont de grande qualité, ils sont bien formés, ils sont ouverts sur le monde. Donc soyons optimistes. Je sais qu'on m'a reproché d'être optimiste. Ben, ce soir, je le suis plus que jamais. Un mot sur la popularité de François Hollande. Il obtient 4% seulement. Vous parlez de popularité? Oui. Bon. 4% de satisfaits. Le mot ne convient pas tout à fait. À 4%, c'est plus de la popularité, c'est un désastre. Voilà. Allez, merci. Non, mais on ne va pas parler politique. J'en ai parlé ce matin à la radio. Voilà, je voulais parler de cette opération que je soutiens totalement. Est-ce qu'il faut être naïf pour être optimiste? En 4 second tour avec Marine Le Pen, il n'exclut pas de voter pour Marine Le Pen. Voilà, je vous ai dit que je parlais de choses sérieuses. Bon, est-ce que j'ai de l'argent pour payer? J'ai de l'argent. Ah bon, à votre santé alors. Il va avec elle, le monsieur. À votre santé. Ouais. Je suis coincé là, je ne peux plus bouger. Ah, là, vous êtes encadré par les caméras. Là, c'est foutu. Très bien. Pardon? Ah, ça, je ne sais pas, on va vous dire. C'est combien la Mentalo à la Défense? Ah, c'est pas cher. On est à la Défense. Et le pain au chocolat, c'est combien ici? Vous n'en avez pas? Vraiment. Vous allez voir. Mais non, au pire, vous leur donnez mon nom. Merci beaucoup. Au revoir, madame. Bon hiver. Au revoir. C'est celle qui a la lame. Il y a une pointe derrière, tu vas avoir l'aréna qui est dans le cours de la chèvre. Et partout, on a mis des cartels comme ça. Bien entendu. T'attends là. Ça va très bien et vous? Bonjour jeune fille, tu vas bien? En vacances là? Peut-être le futur président? Ah, on ne sait pas. Oui, bah oui. Si vous allez voter, oui. Bah, on va voter. Mais allez, je pense que allez-y. Merci. Voilà. Bye bye. Bon, encore. Au revoir. Merci. J'ai envoyé le l'article. Faites-vous la bise, monsieur. Très bien. Qu'est-ce que tu dis, toi? J'ai fait-vous la bise. Tu vas faire la bise, toi? Pourquoi tu fais la bise à tes copains, toi? Ah, c'est la MIF, monsieur.
Monsieur Juppé, Monsieur Juppé, s'il vous plaît. pour l'artisanat français. Monsieur Juppé, s'il vous plaît. Je m'arrête longtemps. Regardez là. Baissez les charges. qu'on attend là. Baissez les charges. Supprimer les seuils de vis. Voilà, simplifier les réglementations. Changer le RSI aussi, faire en sorte qu'il fonctionne. Parce que là, en ce moment, ça va pas. Ça va pas du tout même, monsieur Juppé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On parlera si vous voulez. S'il vous plaît. Au revoir. Juppé. Mais ça, vous y pouvez, c'est présent.